tout cas je remercie Axel Kahn d'être venu à Dijon, à la librairie Grangier, pour présenter son dernier ouvrage en date, Jean, un homme hors du temps, aux éditions Stock. J'en profite pour remercier Didier Buffet, que Axel Kahn a interpellé juste avant, qui est à l'initiative de cette rencontre, et vraiment je le remercie chaleureusement. Il a permis ce rapprochement, et c'est précieux pour nous et pour vous. Bon. Axel Kahn, vous êtes né en 1944, c'est important pour ce dont on va parler aujourd'hui. Vous êtes médecin généticien, vous avez dirigé des établissements publics et des institutions universitaires prestigieuses. Le grand public vous connaît surtout comme vulgarisateur scientifique, auteur d'ouvrages de réflexion sur les sciences, sur la bioéthique, ouvrant notamment sur l'éthique et la philosophie. Et sans doute votre héritage familial a-t-il une importance aussi dans ce parcours intellectuel. Vous êtes aussi l'auteur d'un blog que j'ai découvert récemment, qui est passionnant, dans lequel vous commentez l'actualité à la lumière de penseurs, de philosophes notamment, de scientifiques. Et je vous invite à regarder ce blog que j'ai trouvé très enrichissant. Simplement, sur le blog, si ça vous intéresse, je commente l'actualité, oui et non, puisque les 3 derniers billets, je ne parle pas de la page Facebook, les 3 derniers billets sont consacrés aux femmes. Ensuite, c'est un billet qui est consacré au rire. Qu'est-ce que le rire? Et un 3e billet est consacré à la mort. Donc vous voyez, alors certes, la mort est d'actualité, certes, les femmes sont d'actualité, certes, le rire est d'actualité, mais depuis un certain temps quand même. Merci de m'avoir corrigé. Je n'ai pas lu le blog intégralement et je n'ai pas lu les 3 derniers articles, donc faites bien de me reprendre. Vous êtes aussi en quelque sorte un philosophe en chemin. 2 ouvrages ont eu un fort retentissement, un grand succès de librairie notamment. Pensée en chemin, ma France des Ardennes au Pays Basque, et Entre deux mers, Voyage au bout de soi. Alors, presque tout est dans ces 2 titres. Des pensées en chemin, ma France, un voyage au bout de soi, Entre deux mers, pourquoi pas. Ces titres, finalement, je ne les ai pas vus comme ça, mais un sous-titre psychanalytique serait utile pour décrypter. Tout est là parce que vous aimez marcher, vous aimez cheminer, vous aimez rencontrer les gens, vous aimez échanger, débattre, et on le voit à travers ces ouvrages qui dressent une belle cartographie, un beau portrait de la France, des Français, aujourd'hui. Et puis vous aviez publié en 2004 un livre qui s'intitulait Raisonnable et humain. Je le cite à dessein, car cette formule qui vous sert de viatique, me semble-t-il, est celle qu'a écrite votre père dans une lettre à votre attention le 17 avril 1970, journée où il met fin à ses jours à l'âge de 54 ans. Cet événement est le point de départ de ce livre. C'est donc cette disparition brutale qui a suscité l'écriture de ce magnifique ouvrage. Voilà, je le dirai une seule fois, mais qui m'a vraiment extrêmement touché, et qui est un très très beau livre. 47 ans après cet événement, vous prenez la plume pour dresser le portrait de Jean, votre père. C'est un portrait qui, malgré les circonstances qui l'ont suscité, est dénué de tout pathos. Et c'est le tour de force de ce livre donc profondément émouvant, qui est à la fois introspectif et descriptif. Il échappe à tout pathos parce que vous avez utilisé un artifice. Je ne dis pas que c'est un livre artificiel, loin de là, mais en tout cas il y a un artifice d'écriture qui permet d'échapper à ce pathos, parce que vous écrivez, vous vous mettez à la place de Jean, votre père, vous écrivez « je » tout au long de ce livre. Et c'est Jean qui raconte sa vie qui défile devant ses yeux au moment où il a choisi de mourir. Alors il raconte sa vie, Jean, mais pas seulement, car à travers son histoire familiale, son histoire personnelle, c'est aussi toute l'histoire du XXe siècle qui défile sous nos yeux. Les mœurs, l'évolution des mœurs, les guerres. Jean est né en 1915. 1916. 1916, alors, oui, j'ai relu. Il a été conçu en 1915. Mais je vous rappelle qu'il y a un délai de 9 mois habituellement. Approximativement. Ah, on n'avait jamais expliqué ça. On parcourt donc les guerres, l'antisémitisme, la résistance, les luttes sociales, l'émancipation des jeunes générations par rapport à leurs aînés,
Et tout cela coule dans ses veines, parce que Jean était un homme exceptionnel, un homme pas corps du temps, il était de son temps aussi, malgré le sous-titre. Tout cela coule dans votre livre aussi, qui est donc touchant, édifiant, ce qui en fait un grand roman familial et un grand roman du siècle, me semble-t-il. Quelques mots sur Jean. Il voulait faire partie, écrit-il, des acrobates de la vie. C'était sa force, c'était son drame aussi sans doute, quand il a cru perdre le contact avec le fil de l'histoire. Donc né en 1916, dans un milieu bourgeois, qu'il trouvera très vite étouffant, urbain et vraiment dans lequel, je crois, il se sent très vite mal à l'aise du fait de la pression du conformisme social. C'est aussi un homme de contradiction, parce que urbain, il est aussi attaché à la campagne châtillonnaise, à ses racines du côté de Mussy-sur-Seine, racines auxquelles vous êtes également très attaché et qui vous rend presque voisin de notre Bourgogne, du nord du département. Il est philosophe, mais il est également animé par un fort désir charnel. C'est un père fier de ses fils, fier de sa famille, de la fratrie, mais c'est aussi un homme à femme, et qui fait des choix d'homme, dans une vie d'homme. C'est donc un homme de contradiction qu'il a toujours cherché à résoudre en trouvant la loi cachée, formule que vous expliciterez, qui revient régulièrement dans l'ouvrage. Et il a notamment essayé de résoudre ces contradictions à travers l'écriture, car, disait-il ou écrivait-il, écrire c'est lutter contre le mensonge. Alors aujourd'hui, c'est Axel Kahn, l'écrivain, que nous recevons. J'aimerais vous demander si c'est par fidélité que vous avez écrit ce livre, et si c'est le cas, par fidélité à quoi? Le terme de fidélité n'est sans doute pas celui qui résume le mieux mes motivations. Je dirais que le terme que je privilégierais est celui de révolte, de non-acceptation d'une situation qui m'a été évidemment imposée ce 17 avril 1970. L'on a cherché à me joindre toute la journée, je suis jeune médecin à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris. Et dès que je suis rentré chez moi, les gendarmes de Mantes-la-Jolie m'ont demandé bien vite de venir, sans tarder, pour reconnaître le corps de mon père, que l'on cherchait donc depuis le matin, qui a été retrouvé sur la voie, il s'est jeté du train. Et l'on me dit qu'il m'a laissé une lettre qui me sera remise. Je me rends à Mantes-la-Jolie et je reconnais le corps qui est difficilement reconnaissable puisqu'il ne reste que la partie inférieure gauche du visage. La boîte crânienne a explosé sous le choc sur le rail. Le cerveau a disparu, tout le haut et une partie du visage ont disparu. L'intérieur de ce qui reste du crâne m'est offert comme une tulipe. Et ça, c'est mon père. C'est intellectuel extrêmement profond, ce poète. Et dès ce moment-là, il m'apparaît que je ne peux pas en rester là. Mais cette révolte ne débouche pas sur une action. Que faire? Je ne suis pas divin. Je ne peux pas le recréer. Je ne peux pas lui redonner la vie. J'ai perdu la recette qui permettait à Victor Frankenstein de rabouter grossièrement des bouts de cadavres et, à l'aide de l'électricité, de leur redonner la vie. Bon, c'est pas très grave. On va le poser là. Merci. Et donc, pendant des décennies, in fine 47 ans, je cherche comment faire. J'ai plusieurs solutions qui me viennent. Mon père a été un écrivain, il écrivait tout le temps, partout. Chaque fois qu'il y avait une nappe, il écrivait dessus. Un peu de page blanche, de la Bible, de la petite Bible, le Nouveau Testament qui l'accompagnait partout, il écrivait sur les pages blanches. Et des milliers de pages, milliers de pages. Mais c'était un intellectuel extrêmement profond. Très difficile à publier comme cela en réalité. Même moi, qui avais une certaine connivence avec lui, j'avoue que parfois, je ne saurais affirmer ce qu'il voulait dire. Ses poèmes, oui, on a publié un recueil de ses poèmes.
Et puis j'ai voulu, parce que je ne suis pas d'accord toujours avec Jean Kahn, j'ai voulu écrire un livre qui eût été un dialogue contradictoire, posthume, entre un fils et son père décédé. Mais je me suis heurté à une impossibilité bien vite. C'est que quand j'argumentais contre une position de mon père, notamment sa tendance à l'ésotérisme, qui m'est totalement étrangère, et que voulez-vous, il ne pouvait pas me répondre. Et donc c'était totalement déséquilibré. Et le projet s'est arrêté là. Et puis je ne sais comment, l'évidence est apparue. À l'occasion de très nombreux livres, parce qu'en réalité mes livres principaux ont trait à la fin de cette lettre que m'a laissée papa. Cette lettre se termine par « Sois raisonnable et humain » et au moins 15 des 22, 23, 24, 25 livres que j'ai écrits ont pour but d'indiquer ce que je comprends de l'injonction paternelle. Qu'est-ce que c'est qu'être humain? Quelle est cette humanité en nous que nous partageons? C'était cela. Et en disant cela, j'ai été appelé à parler de la mort, bien souvent, à faire état de mon agnosticisme personnel, et à indiquer que, c'est d'ailleurs l'objet d'un de ces billets dont je vous parle, que pour moi, la mort est la fin irréversible de la vie. La personne n'existe plus et elle disparaîtra dans l'humus du sol si on ne lui fait pas le mauvais coup de la brûler. Ce que je refuse pour ce qui me concerne. Mais que néanmoins une forme d'immortalité existe, qui est l'immortalité de ce que les vivants, les générations futures, conservent du défunt dans leur mémoire. Ce en quoi le contact avec le défunt, la mémoire du défunt, les œuvres du défunt, les ont remodelés. Il y a une forme d'immortalité. À la limite, c'est une vraie immortalité. Je remarque que serait le monde sans Homère, que serait le monde sans Confucius, que serait le monde sans Bouddha. Il y a des formes où on peut accéder à une sorte d'immortalité. Curieusement, et je n'avais pas lu le livre avant que d'écrire le mien, curieusement, ce livre doit être ici, Kamel Daoud a écrit un livre avec cette même thématique. Son dernier livre, c'est selon moi pas le plus réussi, mais le thème m'a beaucoup intéressé. Ça s'appelle Les psaumes, et son thème est celui d'un homme un peu particulier dans un petit village algérien qui a appris à écrire la langue française, et qui a l'impression que quand il écrit sur quelqu'un qui va mourir, alors tant qu'il écrit, la personne ne meurt pas. L'écriture en tant que support de la mémoire est la seule évidence d'une permanence de la vie. Eh bien moi, j'avais décidé d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire, non seulement de garder la mémoire, de garder une partie de la vie, mais de faire revivre totalement. Et ça explique ce que vous appelez un artifice, mais qui en réalité est au centre du projet. Pardon, le mot est peut-être pas très bien choisi parce qu'il est un petit peu dévalué. Non, mais... Et c'est pas du tout dans ce sens-là, je voilà. le disais. Il y a un peu un procédé voilà. D'écriture, mais d'ailleurs, toute petite parenthèse, qui m'a un petit peu déstabilisé au début, et je ne suis pas le seul parmi les convives ce midi, et progressivement, on entre dans la pensée de Jean et dans la vie de Jean. Et c'est là où c'est très très réussi. Au début, on est un peu déstabilisé, et ensuite, on écoute Jean parler de sa vie. Et du coup, c'est une véritable réussite. Voilà. Ce que j'ai voulu, c'est donc, par le seul moyen que j'avais, l'écriture comme support de la mémoire, pour moi et tous ceux qui l'ont connu et ceux qui ne l'ont pas connu, mais qui pourraient le connaître, c'est le faire revivre. C'est-à-dire recréer l'unité d'un être, la fulgurance d'un père, qui vibre, qui hésite, qui aime, qui doute, qui s'engage, qui espère, qui se désespère, et même si in fine on connaît la fin de l'histoire, il doit mourir, alors s'il a vécu,
je pourrais, ce que je n'ai pas fait, l'accompagner vers la mort. Et pour moi, ça change tout. Pour moi, ça change tout. Retrouver réellement ce père et permettre à tout le monde de le retrouver. Mais alors, je ne pouvais pas en parler. Car voyez-vous, mesdames, messieurs, on parle d'un mort, naturellement. Si je voulais qu'il vive, comment vit-on? On commence à vivre, on commence avant, mais notamment on vit pleinement en écrivant et en parlant. Le faire écrire, c'était facile, il avait écrit. Je voulais le faire parler. Alors, il est là dans le wagon, et il va se jeter, en effet, et il voit dans des flashs comme cela les épisodes de sa vie, et c'est lui-même qui en parle. Pour faire cela, il m'a fallu durant des décennies lire des milliers et des milliers de pages, m'informer, avoir accès à la correspondance, retrouver des images multiples, c'est-à-dire réaliser une expérience très étrange, petit à petit me revêtir de sa personnalité. Non pas tellement ajouter même, et cela m'a déstabilisé, peut-être encore suis-je déstabilisé, non pas simplement revêtir sa personnalité en sus de la mienne, mais remplacer ma personnalité par la sienne. Et c'est vraiment Jean qui écrit. Alors évidemment, je tiens la plume. Mais je tiens la plume en tentant totalement d'être cet homme qui a tant laissé de lui, tant indiqué ce qu'il pensait, qui s'est tant engagé dans les événements du temps, de telle sorte que on le voit réellement. Et même ceux qui veulent aller au-delà et le voir, il y a l'adresse d'un site électronique en début du livre, où il y a toutes les images qui s'inscrivent dans sa tête et que je n'ai pas pu reproduire. Et ça, vous pouvez voir, par exemple, on parle d'un peintre, voir les œuvres du peintre. On parle de sa famille, des gens particuliers, les voir réellement en chair et en os. Il a des enfants petits, vous pouvez voir ses enfants petits, y compris son fils Benjamin, qui s'appelle Axel en réalité, mais enfin qui est le Benjamin. Voilà. C'était ça, réellement, le but. Et si je n'avais pas fait ça, eh ben, en réalité, j'aurais fini, avant moi-même de quitter ce monde, par me résoudre à cette dernière image impossible, qui est ce père en pièces. Comment peut-on quitter ce monde en ayant de son père, comme dernière image, l'image d'un père en pièces? Il me fallait recoller les morceaux. Il me fallait recoller les morceaux. Il y a un peu du mythe d'Osiris là-dedans. Oui, je le fais revivre en effet, et il y a de ce mythe-là, de nombreux mythes qui peuvent être effectivement convoqués, mais il y a une entreprise qui est prométhéenne, oui, c'est vrai, elle est prométhéenne, et ce qui est intéressant, c'est qu'en le considérant bien, seule la littérature pouvait le permettre. Il n'y a pas un autre moyen de parvenir à ce but, je ne sais pas si j'y suis parvenu, les lecteurs me le diront. Mais si par hasard j'y suis parvenu, et j'y suis un peu parvenu pour moi, ce qui est déjà un élément, et pour les gens qui ont lu ce livre et qui avaient connu Jean. En effet, j'ai recréé ce souffle, cette palpitation d'homme. Oui, je souscris entièrement. Oui, vous avez réussi, et je ne le dis pas par flagornerie, parce que vous auriez pu faire un exercice d'auto-analyse, de confession intime. C'est pas le cas. J'ai bien insisté sur le fait que c'était pleinement un livre qui nous fait parcourir le siècle, et un portrait tellement riche. Vous dites d'une certaine manière que vous avez accueilli votre père en vous pour voilà, ne pas finir sur cette image. Vous avez essayé de faire revivre à travers vous, même en vous. Cela a été d'autant plus facilité parce que vous êtes dépositaire aussi de son héritage. Et cette notion de transmission, qui nous est familière à tous, qui sommes tous des fils et des filles de notre temps, de notre siècle, de notre famille, de notre lieu de vie, de conception, etc. Et vous avez un héritage qui est fort, parce qu'effectivement, Jean Kahn était un intellectuel, un homme dont la vie palpitait, dont le corps palpitait, dont la pensée palpitait.
et qui attachait une très très grande importance à la transmission. Il était professeur de philosophie et il dit même qu'il était pédagogue de ses élèves et pédagogue de ses fils. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette notion et en quoi il vous a transmis et quel héritage vous a-t-il transmis, en revenant notamment sur cette notion, j'avais oublié de le signaler tout à l'heure, un livre récent qui est Être humain pleinement. Vous parlez d'une injonction presque à être un chic type, un type bien. Je crois qu'il y avait un type bien ne ferait pas ça également, qui était une phrase qu'il vous disait. Oui, des épisodes du message paternel. Un type bien ne fait pas ça fait référence, un livre antérieur, fait référence à un épisode. J'ai 7 ans et dans l'école qu'il dirige, où je suis en classe primaire, je me querelle avec un petit camarade, je ne me rappelle plus, antillais ou africain, à la peau noire. Et dans la querelle, je le traite de sale petit nègre. Ma professeure l'entend et va le rapporter au directeur. Jean. Il demande à son fils Axel de venir dans son bureau. Il le regarde d'un air triste. Il ne dit pas grand-chose. Et puis, il enlève la ceinture de son pantalon. Il me demande de baisser ma culotte. Et il m'assène un coup unique, mais cinglant, de la ceinture sur les cuisses. Et très tristement, il me regarde à nouveau et il me dit « Tu sais, Axel, un garçon bien ne peut pas dire ça. » Il était habité par l'évidence qu'il existait un devoir qui s'imposait à chacun. Sa méthode pédagogique était autrement tout à fait platonicienne, socratique. C'était la méiotique, c'est-à-dire l'accouchement. Sa certitude était qu'en toute fille, en tout garçon, il y avait une source vive et riche, dans lequel il y avait des paillettes d'or, mais souvent un éboulement de tension, de non-dit, le ça des psychanalystes l'étouffait et l'empêchait de jaillir. Et toute la pédagogie consistait à en retrouver la voie pour le déblayer, de telle sorte que les enfants en prennent conscience et en permettent le jaillissement total. Si bien que cet homme, qui toute sa vie s'est engagé dans tous les mouvements politiques, par réaction à son très bourgeois homme de droite de père, il devient jeune communiste à 15 ans. Il se bat contre les ligues d'extrême droite le 6 février, enfin le 9 février 1934. Il est dans toutes les manifestations du Front populaire. Il sera un résistant des FDP. Mais il écoute le général de Gaulle le 22 juin, alors qu'il est en retraite. Et c'est une nouvelle manifestation de la voix. Et il lui restera fidèle. Il quittera rapidement le Parti communiste et restera gaulliste. Et puis, il a ses engagements dans cette recherche de la loi, je vous l'ai dit, une tendance à l'ésotérisme, un ésotérisme que je condamne d'une certaine manière, que je ne comprends pas, mais qui l'intéressait. La psychanalyse, à laquelle je ne le suis pas toujours, je dois l'avouer, mais jamais il nous a imposé ses choix. Jamais. Et par exemple, dans les années qui ont précédé sa mort, le général de Gaulle était revenu au pouvoir, il restait très profondément gaulliste de gauche. Ses deux fils, Cadet et Benjamin, Olivier et moi, étions des communistes extrêmement staliniens, extrêmement rigides. Il ne se disputait pas avec nous. On savait qu'il n'était pas d'accord, il ne se disputait pas. Simplement, par moment, il voyait que ce n'était pas possible, quoi. Alors, par petites touches, il donnait une indication. Le général de Gaulle a parlé d'un carteron de généraux en retraite. Vous savez, c'est important, les enfants. Vous savez, c'est important. Il a parlé de la paix des braves et après de l'indépendance. Vous savez, c'est pas un faux semblant, c'est important, les enfants. Mais
profondément, c'était à nous de trouver la voie. C'était profondément à nous. Et c'est ainsi qu'il concevait aussi sa pédagogie. C'était un homme de contradiction. Alors il est dialecticien. C'est du dépassement des contradictions que naît la voix. Et il connaît dans les dernières années de sa vie une contradiction majeure. Il a toujours espéré voir l'avènement du monde qu'il avait rêvé. Et en mai 68, dans les facultés parisiennes, il a l'impression que là bouillonne la marmite d'où va émerger ce monde-là. Il suit ce mouvement passionnément. Il quitte tout, sa maison, il se fait prêter une chambre de bonne en haut du quartier latin, et il est de tous les événements. Il ne se bat pas sur les barricades, non, c'est un homme de 52 ans à l'époque, mais il suit tout, il fait la manifestation, il compare à ce qu'il avait connu les bagarres contre les ligues fascistes en 1934, il le raconte également. Mais il y a contradiction car rapidement le mouvement de mai 68 devient violemment anti-gaulliste. Et lui est totalement fidèle au général de Gaulle. Et il a deux frustrations considérables. Mai 68 est vaincu et s'écroule. Il y a une réaction très importante contre l'esprit même de mai 68, animé par les gaullistes. Et le général de Gaulle lui-même est battu en février 69 au référendum qu'il avait imprudemment convoqué. Il est battu par 52 contre 48. Je suis avec lui à ce moment-là. C'est une partie de son monde qui s'effondre. C'est une des voies, une des lumières qu'il avait suivies qui s'éteint. Mais il ne veut pas s'avouer vaincu. Et donc il dit, bon, je vais prendre au mouvement de mai 68 et au général de Gaulle ce qui manque peut-être à ma pédagogie. C'est-à-dire que je vais essayer de parfaire la désaliénation des élèves en difficulté en essayant de promouvoir la participation. Et sa thèse devient, quand un élève est en difficulté, qu'il exprime cette difficulté notamment par de l'indiscipline, par des comportements déviants, il donne à connaître de lui-même. Il donne à connaître de son malaise, confronté à une société dont les événements de mai 68 ont montré combien elle était effectivement en difficulté et déstabilisée. Et par conséquent, par ces difficultés d'apprendre, par cette indiscipline, l'élève donne à apprendre au professeur. De la même manière que le professeur, évidemment, donne à apprendre son savoir à ses élèves. Il y a une vraie bipolarité, un vrai échange, une vraie participation. Et il essaye de promouvoir cette nouvelle forme d'enseignement. Je veux dire, vous dites au professeur de cesser d'utiliser la discipline comme moyen d'enseignement, donc de passer beaucoup plus de temps sans les augmenter. C'est la révolution, mais contre lui cette fois-ci. Et donc c'est à nouveau un échec. Voilà un peu, si vous voulez, des exemples de cette profonde confiance qu'a cet homme dans ce qui bouillonne en chaque être. Et après tout, il n'y a pas vraiment à le modeler. Il y a à éviter qu'il ne se défasse, qu'il ne se délite. La pédagogie, c'est permettre à chacun de démontrer combien il est grand, combien il est fort, et de lui permettre de le réaliser. C'est ça, la pédagogie. Et c'est ce qu'il a offert à ses enfants aussi. Et Jean-François, dans la postface, remarque... Alors, Jean-François a une facilité dans ce livre. C'est que moi, je ne parle pas. Axel est totalement absent de ce livre. Il n'est présent que quand Jean Kahn en parle. Et ce que Jean Kahn dit d'Axel, je ne suis pas sûr qu'Axel le pense de lui. Mais c'est ce que Jean Kahn dit d'Axel. Et Axel ne porte aucun jugement sur Jean Kahn. Il n'est pas présent dans ce livre. Jean-François fait une postface. Lui, il n'a pas cette obligation. Il dit ce qu'il pense de notre Père. Il peut le dire. Il a cette facilité. Donc, il y a quelque chose de complémentaire, naturellement. Et il note cela, ce que je viens de vous dire.
il note, notre père était spiritualiste tout le temps. Il y a un certain mysticisme de l'avant-garde éclairée du prolétariat, du mouvement communiste dans lequel il s'engage. Il y a un mysticisme de la parole du général de Gaulle. Il y a un mysticisme des évangiles, de l'Apocalypse de Jean, qui est un texte qui le marque très fort. Il y a également une recherche chez Gurdjieff, l'ésotérisme dans lequel il s'engage. Nous trois, moi-même, Olivier et Axel, on est totalement agnostiques, totalement imperméables à l'ésotérisme. Mais si on est cela, et d'une froide rationalité, si on est cela, c'est que notre Père nous a permis de l'être. Il est ce qu'il était, mais dans ce rôle de rapport pédagogique avec ses enfants, il nous a permis d'être cela. Ça va encore plus loin, je vais vous dire la raison pour laquelle le livre s'appelle Un homme hors du temps. Jean-François, ça va bien. Jean-François est un homme dans la fulgurance de la créativité. Il est nul en maths, nul en sciences, c'est pas du tout son problème. Hélas, ses deux plus jeunes fils, Olivier et Axel, sont très bons élèves et sont des scientifiques. Un désastre. Car mon père est totalement persuadé que l'essentiel de l'humain, de la créativité humaine, de l'explosion de la fulgurance humaine, c'est hors de tout ce qui se décompte, se pèse, se mesure que cela se trouve. Pour ceux d'entre vous qui avaient des réminiscences philosophiques, il a, par rapport à cela, la pensée un peu de Nietzsche. La science est castratrice de la réalité de l'homme. Alors, il ne la rejette pas, certes, mais plusieurs fois, par des textes, par des contacts, il essaye de nous faire comprendre, à Olivier et à moi, très bien, vous êtes excellent, et je me réjouis que vous soyez bon. Moi, je suis déjà un jeune médecin qui s'engage bien, je suis interne de Paris, j'ai été reçu dans les premiers, voilà, les premiers à l'externat, Olivier est déjà un chercheur brillant, etc. Donc, il est content, mais il nous dit, vous savez quand même, hein, faites attention, c'est pas ça l'essentiel. Et puis, il nous dit, et ça c'est formidable, on a une chance, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte, peut-être que ça vous est arrivé, et vous avez la même chance que moi. On a un père qui, depuis notre plus jeune âge, nous dit, vous savez les enfants, la réussite c'est vachement bien, mais de quelle réussite parlons-nous? Moi je vais vous dire, si vous voulez être considérés par moi, et même vous considérer les uns les autres, aucune réussite qui ne se situe pas au niveau de l'esprit ne doit être considérée. Elle est banale, elle est négligeable. La seule réussite qui vaille est celle qui se situe au niveau de l'esprit. Vous ne vous rendez pas compte? Notre Père nous dit, vous avez une richesse extraordinaire. Naturellement, il faut réussir. Mais évidemment que cette réussite soit au niveau de l'esprit. Alors en réalité, contrairement à Jean, les fils de Jean ont les pieds sur terre. Et eux, ils savent compter. Incontestablement, Jean-François, Olivier et moi, de ce point de vue-là, on a eu un contact avec la réalité du monde dont Jean était totalement incapable. Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, Jean a quitté ce monde, c'est que son absence de contact avec sa dure réalité, celle des chronomètres, celle des mètres, celle des pesées, celle de l'irruption, par conséquent, de cette valeur positive, numérique du monde, il considérait que cela ne lui laissait plus aucune place. Et ma foi, lorsqu'il a décidé de commencer ce voyage, il a pris le train à la gare Saint-Lazare vers Le Havre, et puis de l'interrompre à hauteur de Mantes-la-Jolie, il tirait la conséquence de cette observation. Ce monde-là, tel qu'il est, je l'ai bien analysé, je ne suis pas aveugle, vous l'avez dit, je suis de mon temps quand même, donc je le connais, mais justement, je ne peux pas m'y couler. Et comme je ne peux pas me couler dans un autre monde, il n'y en a pas d'autre, eh bien, partons des mondes. Partons des mondes.
bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas à Alors, intervenir. je voudrais rajouter quelque chose aussi. J'ai répondu aux questions, mais ça c'est un élément qui est tout à fait important. Je me suis mis dans la peau d'un homme qui voit sa vie et qui va mourir 1 minute après. Une vie n'est pas toujours sérieuse. Une vie n'est pas toujours triste. Elle est aussi rigolarde. Il y a des histoires incroyables. Elle peut être émouvante, elle peut être héroïque. Toute sa vie, mon père s'est engagé. Donc en effet, ce livre, c'est aussi une histoire du XXe siècle par un homme engagé. C'est aussi cela. C'est aussi une grande histoire d'amour. Mon père est un handicapé de l'amour. C'est un obsédé du sexe, il faut dire. D'ailleurs, il l'écrit, il appelle ça ses chiens. Mes chiens me tirent au point que je ne peux pas les retenir tout le temps, ils finiront par l'emporter. Ses chiens, c'est sa libido, c'est son désir. Mon père est scandaleux quand il a, en 1952. Il a une conception de la femme qui est totalement scandaleuse. Totalement. Que je réprouve totalement. Il écrit, et pour montrer que, après tout, il reconnaît, lui, car il va découvrir l'amour, je crois. Il écrit en 1952, la virilité s'acquiert. La virilité n'est pas l'érection masculine, évidemment. La virilité est une aspiration à la vertu, à la plus grande des vertus, à la seule vertu. C'est par cette vertu de la virilité que la vertu peut être conférée à la femme qui est révélée à elle-même par cet intermédiaire. Ça, c'est la conception de papa, très marquée par la psychanalyse. Les grands psychanalystes sont assez machistes, hein, pour l'immense majorité d'entre eux, très marqués par la psychanalyse. C'est totalement scandaleux. Et puis, quand il a 50 ans, il voit une femme. Et cette femme est elle aussi une source vive à laquelle il a soif de s'abreuver. Et lorsqu'il ne le peut, alors elle lui manque. Elle a, lui semble-t-il, tout à lui apporter. Il en frémit lorsque il en est éloigné. Partout, il lui écrit. Il est dans l'état d'esprit où se trouve un jeune homme, une jeune femme, amoureux pour la première fois à 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans. Mais seulement, il en a 50. Un jour, je l'ai fait hospitaliser dans le service où je suis interne, à l'Hôtel-Dieu, pour un check-up. Puis je rentre dans la chambre en contre-visite, comme ça, pour lui dire bonjour. Il est là, allongé sur son lit, habillé. Il y a une femme assise à ses côtés que je ne connais pas et il lui tient la main. Il me voit, il rougit, il devient tout rouge et il enlève sa main. Je suis terriblement ému de ces rougeurs de collégiens. Vous ne pouvez pas imaginer. Il découvre l'amour, voilà. Et ça aurait presque suffi à l'empêcher d'aller vers la mort. Presque. Ça n'a pas tout à fait suffi. Et il a aussi les souvenirs à raconter d'une de ses tantes, qui est une femme absolument incroyable, simplement pour vous montrer que tout n'est pas triste. Cette tante totalement incroyable, catholique confite en dévotion, qui tient à sa virginité comme au plus beau des bijoux, et qui la préserve à tout prix, et d'une grande lignée de chirurgiens, les Péans, les médecins connaissent la pince de Péan, mais d'une lignée plutôt ruinée. Et donc, drame dans les années 20, elle est obligée de travailler, elle n'est pas dotée. Donc elle est certes vierge, mais difficile à marier. Elle a 28 ans. Elle tombe amoureuse néanmoins d'un noble, mais la famille va intriguer de toutes les manières pour que cela n'aboutisse pas. Elle envoie le rejeton faire des affaires en Afrique. Et puis après, elle tombe amoureuse d'un jeune chef d'entreprise, d'un fils d'un chef d'entreprise. Mais les parents sont tellement opposés au mariage qu'ils vont susciter un vrai complot. Et son amoureux va être assassiné 2 jours avant qu'il ne se marie. Et alors, totalement désespérée, voilà, et alors, totalement désespérée, depuis 4 ans, elle se laisse faire la cour par mon oncle, le frère de ma grand-mère, par mon oncle. Mais une cour très chaste, évidemment, et puis, elle n'est pas trop attirée par lui.
en permanence, elle dit, il est élégant, mais il est un peu petit quand même, une grande femme, il est un peu petit quand même. Après cette deuxième avatar, cette deuxième déception, elle en a ras-le-bol et elle veut rompre également avec ce vieux galant platonique. Mais elle ne veut pas lui faire de la peine. Alors ce vieux galant platonique a une mère qui est une furie épouvantable, Mémé. Une femme, je vous dis pas. Alors elle dit, voilà, je vais me faire inviter par Mémé pour Pâques, et puis ça va faire un esclandre, à chaque fois que je vais la voir, c'est un esclandre, de toute façon. Donc elle se fait inviter, et au milieu du repas, elle se lève en disant, écoutez, votre fils, je le connais depuis 4 ans, il n'y a rien qui s'est passé, vous ne vouliez pas qu'on se marie de toute façon, alors maintenant, ou bien on se marie maintenant tout de suite, ou bien c'est fini. Elle pense que voilà, c'est fini, et puis elle n'en prendra pas la responsabilité. Manque de peau, la peau de vache se lève, elle va derrière, elle revient avec un carnet qu'elle lance au milieu de la table. C'est le carnet de famille. Eh bien, vous n'avez qu'à l'épouser, vous vous occuperez de ses chemises. Voilà. Et donc, voilà, elle se retrouve fort mariée avec son amoureux Jacques, dehors. Et elle lui dit, écoute, bon voilà, si tu veux qu'on se marie, mais il faut qu'on se dise, la crise n'est pas finie, on a du mal à se loger. Et pour moi, tu sais, hein, les choses du corps, entre un homme et une femme, c'est uniquement pour avoir des enfants. Donc, je veux bien que tu m'épouses, mais que les choses soient claires. Nous n'aurons aucun contact physique. Aucun. Jacques, depuis 4 ans, veut absolument l'épouser. Et donc, ils se marient. Ils vont en voyage de noces, à Mussy-sur-Seine, là, tout près d'ici. Moi, je dors actuellement, quand je suis à Mussy, dans ce fameux lit où se sont passées ces nuits de noces. Il ne s'est rien passé, d'ailleurs. Rien passé. Et pendant 1 mois, il ne se passe rien. Et après le voyage de noces, à Mussy, comme il y a la crise, ma foi, ils rentrent et ils habitent chez Mémé. C'est épouvantable. Elle leur fait une vie infernale. Alors, après manger le soir, ils sortent tous les deux, comme ça, dans le 14e, le quartier des artistes. C'est un milieu d'artistes. Et un jour, comme ça, après leur promenade, ils veulent rentrer. Mais les serrures ont été changées par Mémé. Ils sont enfermés à l'extérieur. Ils vont à l'hôtel. Et Simone dit à Jacques, écoute, maintenant ça commence à bien faire, je rentre chez ma mère. Et elle rentre chez sa mère. Voilà, elle rentre chez sa mère. Alors c'est même embêtant, ils sont mariés quand même. Et mon grand-père André, bon, il s'arrange et il arrive à convaincre la redoutable Mémé de laisser l'appartement, toute la maison, la belle maison du 14e, et d'aller se retirer dans sa maison de Mussy-sur-Seine, par chez vous, là-bas. Ce qu'elle fait, et alors les jeunes époux sont même contents de réhabiter ensemble, et ils doivent se voir. Mémé est partie, ça y est. Et Simone arrive, et elle voit Jacques, son mari maintenant. Le mariage n'a pas été consommé, mais son mari, qui est assis sur l'escalier qui mène à la maison, avec un petit sac, son chapeau de travers. Il pleure à chaudes larmes, mais mon chéri, pourquoi tu pleures, t'es même pas mal. Monte, tu vas voir. Et alors elle monte, et alors là, un spectacle. Mémé, elle a tout détruit, elle a tout arraché. Elle a arraché les fils électriques, elle a arraché les tentures, elle a déménagé la totalité des casseroles, des appareils. Il n'y a plus un siège, il n'y a plus rien. C'est un désastre absolu. Il reste que leur chambre aux jeunes époux. Et donc Simone dit à son époux, écoute, si ça a été dur, si c'est la seule chose qui puisse te consoler, eh bien vas-y. Et donc, le mariage est consommé ce soir. Et ça a été un couple extraordinaire. Un remarquable conteur d'histoire, parce que c'est important. Un jour, un client m'a dit, il avait lu un bouquin, il a dit, on dirait que ce livre a été écrit pour être lu. J'ai trouvé que c'est un magnifique compliment, parce que ça, les tas de livres, ils ont été écrits pour se faire plaisir sans doute, mais pas pour être lu. C'est un livre qui est écrit pour être lu, parce qu'on partage. On partage vraiment, vous êtes un conteur, vous êtes un portraitiste remarquable. On n'avait pas parlé des femmes, elles étaient déjà pas là ce midi, et en plus on n'avait pas encore parlé. Je vous remercie de leur rendre justice. À Mémé, c'est pas évident, Simone non plus. Mais il y a des femmes très attachantes, des femmes exaspérantes, mais voilà, une formidable galerie de portraits, et tout ça, ça fait une famille française, une famille dans le siècle, et ça fait un portrait d'homme absolument extraordinaire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce qu'on veut aussi vous passer la parole.
votre maman? Comment a-t-elle vécu tout ça? Ma maman a été épousée alors que Jean, ils se connaissent, il a 19 ans, elle en a 21, elle a 2 ans de plus que lui. Ma mère est aussi une catholique fervente, elle est elle aussi croix de feu d'ailleurs, et elle est membre du patronage de Mussy-sur-Seine, les troupes de l'abbé Tinet, de ce temps-là. Et donc, sa couche passe par monsieur le curé, c'est clair. Mais c'est pas tellement... Enfin, il veut fonder une famille, Jean. C'est clair qu'il veut fonder une famille. Pour fonder une famille, il faut bien une femme. Et en plus, il veut échapper à sa mère. Alors, il faut qu'il se marie. Il attend d'avoir 21 ans, parce que jamais sa mère ne l'aurait donné de ce temps-là. Je vous rappelle, on ne peut pas se marier sans l'autorisation des parents avant 21 ans. Et dès qu'il a 21 ans, il se marie et il fait des enfants. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, ça va. Mais vous verrez certaines des lettres qu'il écrit à sa promise, Jean, qui sont des lettres magnifiques, mais qui sont magnifiques d'un point de vue poétique. Ce sont des textes magnifiques. C'est à 1000 lieues d'une lettre d'amour. 1000 lieues d'une lettre d'amour. Je ne pense pas qu'il ait jamais été amoureux de ma mère. Et il l'a trompée précocement, intensément et continuellement. Et ma mère est une femme qui a ce solide pragmatisme féminin. Quand Jean, son mari, lui dit que malheureusement il ne peut pas être là les week-ends car il va faire des retraites dans les monastères dominicains, elle n'en croit pas un traître mot. Et donc entre eux, ça finit par être très difficile, très difficile. Et ils se séparent en 1954. Mais ils ne divorceront jamais. Ils ne divorceront jamais, ils garderont un contact. On est naturellement liés, le lien entre eux. Ma mère n'a pas été heureuse, elle a eu une enfance très malheureuse. Elle avait une mère allemande et nazie, antisémite, qui lui a fait vivre une vie d'enfer quand elle était petite fille. Et puis, assez tôt, elle épouse cet homme qui le trompe, qui la trompe. Et un jour, ça fait pas si longtemps, elle est à la maison de retraite à Mussy-sur-Seine, qui pourrait être son village. C'est 2-3 ans avant sa mort, et elle nous dit, elle me dit, c'est moi qui suis là, mais c'est pour mes frères aussi, vous savez mes enfants, grâce à vous, j'ai une vieillesse tellement plus belle que ma jeunesse. Grâce à vous, j'ai une vieillesse tellement plus belle que ma jeunesse. Non, ma maman n'a pas été heureuse, mais je crois qu'un peu grâce à nous, elle s'est rattrapée. Voilà. Oui, dans le mot que vous a laissé votre père, soit raisonnable et humain, il y a un terme qui me dérange quand même, c'est raisonnable. Est-ce que c'est pas bloquant ça dans une vie de fils? Alors, raisonnable, je crois qu'il y a deux sens. Donc cette lettre commence, je ne l'ai pas dit, par « Cher Axel, tu es sans doute le plus capable de faire durement les choses nécessaires. Suivre les choses que je dois faire, qu'il est nécessaire que je fasse et qui sont dures pour certaines affaires. » Et enfin, l'injonction finale, « Sois raisonnable et humain. » La première interprétation est que mon père trouve que je suis un homme un peu brutal, sinon sec de cœur, au moins qui recèle en lui une certaine violence. Ce dont il peut servir, car il est sûr que, même si c'est dur à faire, je ferai ce qu'il me dit. Du fait de cette mise à distance de la sensibilité. Mais avant de mourir, quand même c'est mon père, alors il me donne un conseil, une injonction finale, les derniers mots qu'il ait écrits. Quand même, sois raisonnable et humain. Quand même, sois raisonnable et humain. Et dans cette lecture de la lettre, le raisonnable s'explique totalement, bien entendu. Alors on pourrait en faire une autre interprétation moins défavorable à Axel, qui est que mon père, être de raison, me dit en quelque sorte, utilise chaque fois que possible ta raison, afin de déterminer ce qu'il est nécessaire de faire. Mais une fois que grâce à ta raison et avec humanité,
tu auras déterminé ce qu'il est nécessaire de faire, eh bien, sois capable de le faire, même durement, si tu ne peux pas faire autrement. Mais ça, c'est une réinterprétation. Et je crois vraiment que l'état d'esprit de Jean avant de mourir est mon fils Axel, que j'aime, recèle en lui une certaine brutalité. Je vais m'en servir, je vais lui demander de faire des choses difficiles. La sensibilité de ses frères, sans doute, les aurait empêchés ou les aurait totalement mis hors d'eux pour réaliser ce que je leur demande. Il vaut mieux le demander à Axel. Mais quand même, rappelons-lui qu'il n'oublie pas d'être raisonnable et humain. Et vous voyez, c'est aussi une raison pour laquelle je n'ai pas pu écrire ce livre avant 47 ans. Maintenant, je veux bien assumer cela. Maintenant, je veux bien assumer que mon père ait jeté sur moi un regard, certes d'impérément, mais aussi un regard critique. Mon père n'a aucune indulgence pour Axel. Aucune indulgence particulière. Mais il me fallait bien 47 ans pour l'admettre. N'avez-vous jamais eu de haine pour lui? Parce que là, c'est un hommage, en quelque sorte, que vous lui rendez. Vous dites qu'il a rendu votre mère malheureuse. Est-ce qu'il n'y a jamais eu un sentiment de haine? La question est, si j'en ai voulu à mon père, je pourrais lui en avoir voulu de deux choses. D'avoir rendu notre mère malheureuse et de nous avoir laissés, de s'être tués. Alors, pour la deuxième raison que nous aurions de lui faire des reproches, je m'en explique au début du livre. On a tellement culpabilisé d'avoir tout reçu de lui sans voir qu'il était malheureux jusqu'à décider de quitter la vie, que c'est nous qui culpabilisons et que nous ne lui reprochons rien naturellement. Il exerçait sa liberté. Cela étant dit, c'est une liberté qui, ça c'est un autre propos, qui pour moi n'en est pas une. Car au moment où il s'est donné la mort, dans son esprit, il ne voyait pas ce qu'il pouvait faire d'autre. Mais faire ce que l'on ne peut manquer de faire, c'est simplement une contrainte. Ça n'est pas une liberté. Et souvent je me suis dit, imaginons que Jean, avant de prendre le train à Saint-Lazare, ait rencontré son fils Axel ou un autre de ses fils, ou Josette, sa compagne, sur les marches de la gare, et qu'il leur ait dit ce qu'il comptait faire. Peut-être on lui aurait dit, moi je lui aurais dit, écoute papa, c'est ta liberté. Mais sois conscient quand même que nous t'aimons tant, que ce sera pour nous terrible. Ça ne doit pas t'empêcher d'être libre, mais une liberté demande à être informée. Donc, prends conscience de cela. Et puis, tu penses que tu n'as plus aucune place dans cette vie, mais tu veux bien que l'on réexamine ce prédicat, cette affirmation, cette certitude? Moi, je ne suis pas convaincu. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'aurait donné réellement cet entretien, je ne le sais pas. Mais peut-être que la décision et la suite des choses eût été différente. Un jour où, après que mon père a quitté ma mère, j'allais à son école et j'étais très agressif envers lui. J'étais agressif envers tout le monde. J'ai été élevé en nourrice et quand mes parents m'ont récupéré, c'était pour moi des étrangers, je leur ai fait durement payer le fait de m'avoir pris à maman nounou. Pour moi, mon amour, c'était ma maman nounou, c'était pas ces personnes. Mais envers mon père, encore plus. Et un jour, mon père me prend comme cela, à l'entrée de son bureau. Axel, tu as un comportement curieux envers moi. Est-ce que tu me reproches quelque chose? Oui, d'avoir abandonné maman. Mais, à vrai dire, je ne suis pas sûr que cela n'ait pas été une phrase. Et il y a un côté d'ailleurs qui est très proche de papa. C'est-à-dire que, alors j'ai un tout petit peu parlé de moi. Je suis sûr que papa voulait créer une famille. Et moi, j'ai constaté que dans la famille, aucun mariage n'avait duré. Sauf celui de Jacques et Simone, mais il n'a pas eu d'enfant. Aucun mariage n'avait jamais duré. Et je me suis dit, si le mariage ne dure pas, c'est qu'il commence par la passion. Or, la passion ne peut pas durer. Et donc, il faut vouloir se marier
pour fonder une famille sans passion. J'avais tort parce que papa s'est marié sans passion pour fonder une famille et ça n'a pas duré non plus. Et donc, je dois dire, je vais épouser en premières noces une femme dont j'étais assez peu amoureux, mais bon, je considérais qu'il fallait fonder une famille. Et je m'étais vraiment promis que c'était la meilleure chose à faire. Eh bien, je vais vous dire, c'était pas une bonne idée. Je vais prendre encore une question, je vous en prie. Moi, je voudrais faire un commentaire par rapport au livre et aussi peut-être une question, c'est que j'ai l'impression quand même que ce livre est une longue réconciliation avec un père qui était dur quand même aussi avec le petit Axel. On sent bien quand même que Jean-François était beaucoup plus proche de son père, que les deux plus petits ont été quand même abandonnés à plusieurs reprises. Il y a eu plusieurs abandons jusqu'au dernier, jusqu'à l'abandon ultime qui était le suicide. Et j'ai le sentiment que dans ce livre, vous habitez en fait votre père un peu comme une sorte de devoir de vous réconcilier avec lui et de l'aimer afin de le voir par ses yeux, essayer de comprendre. Non, la réconciliation a eu lieu quand j'avais 16 ans, sur les sommets de Chamonix. Donc je suis ce garçon difficile, ayant des rapports un peu difficiles. Notre père, malgré cette vie, a toujours incarné l'image paternelle. Et toujours on a eu une admiration sans borne pour cette image paternelle, sans borne. Mais tout de même, c'est l'agressivité qui me caractérise, mais que je manifestais envers ma mère aussi. Et puis toute la famille est tuberculeuse, on est tous. Moi je suis en préventorium au Soldanel à Chamonix. Papa vient me voir. Il reste 2-3 jours. Ensemble, on va au Brévent et puis on va plus haut, on va à l'aiguille du Midi en prenant les remontées mécaniques, les téléphériques. Et là, dans la neige, par beau temps, c'est en juillet, nous nous découvrons. Enfin, moi, je le découvre. Je vois cet homme qui est accroupi devant moi, je suis accroupi devant lui, et nous nous regardons très intensément. Et nous nous reconnaissons et nous nous adoptons. À ce moment-là, j'ai un père, j'admire ce père, mais au-delà de l'admiration qui n'a jamais manqué, je l'aime, et je l'aime profondément, très profondément. Et lui, me semble-t-il, il a un fils auquel il n'a jamais manqué, mais il y a un fils qui l'intéresse. Il a un fils qui commence à le passionner. Et donc cette réconciliation s'est faite un peu comme la rencontre de Moïse avec Yahweh. Sur le sommet de la montagne, il n'y a pas eu des tables de la loi qui ont été données, mais il y a eu comme l'embrasement du buisson ardent quand même, dans cette reconnaissance d'un père et d'un fils. Il fallait que ce soit à 3800 mètres d'altitude. Alors je ne sais pas, mais ça s'est passé comme ça. C'est étrange. Ouais. Oui, c'est effectivement un épisode magnifique, et d'ailleurs qui fait écho à un autre, et on pourrait finir sur cet épisode qui est aussi un épisode de transmission et de réconciliation. Alors je souligne que dans le mot que vous a laissé votre père, il est question du petit-fils à naître, et on voit que voilà, il n'abandonnait pas les siens. Il dit « j'ai aimé, j'ai sombré pourtant », mais il a un petit mot pour le petit-fils qui va naître quelques jours après. Tu embrasseras pour moi le petit-fils à naître. Il naît le jour où j'enterre mon père, le jour des obsèques. Je l'enterre le matin, et Viviane est prise des douleurs de l'enfantement, perd les os à 15h. Et l'enfant naît dans l'après-midi. Il devait s'appeler Emmanuel, et il s'appelle Jean-Emmanuel. Et après avoir lu le livre, Jean-Emmanuel m'a dit ce qu'il en pensait, et il a signé pour la première fois de sa vie Jean E. Kahn. Et voilà, cet épisode fait, avec votre père fait écho à l'épisode de réconciliation que votre père a eu avec son propre père, donc votre grand-père. Vous pourriez peut-être décrire d'un mot, parce qu'il y a cette intensité, et puis on pourra finir sur cette note, je crois, qui est très forte et assez édifiante. Ensuite, vous pourrez dédicacer. André Kahn est cet homme de droite, riche, bourgeois, donc fidèle du colonel François de la Roque, roi de feu, pétiniste, son maréchal de Verdun, un ancien combattant, il a fait toute la guerre.
il est banquier, il a des biens immobiliers et il est en partie, en grande partie, pas totalement, mais en grande partie ruiné par la crise de 32, enfin de 29, mais qui arrive en Europe avec quelques années de retard. Et il se tire une balle dans la tête. Mais comme il est aussi maladroit que son fils, il se rate, une balle glisse, laisse un sillon sanglant, mais il n'y a rien de grave. Il est même sonné, il va à l'hôpital. Le premier jour, c'est sa femme, la Blanche, la mère de papa, la grand-mère qui est avec son mari. Le deuxième jour, elle est prise par autre chose et Jean est seul avec lui. Il est allongé sur son lit à l'hôpital Beaujon, l'ancien hôpital Beaujon de Paris. Et là, ça c'est papa qui me l'a décrit plusieurs fois, parce que ça l'a marqué. Là, cet homme prend la main de son fils, qui laisse ses bains, il est ému, et lui dit, tu sais Jean, on ne s'est jamais beaucoup parlé, toi et moi. Jamais on ne s'est beaucoup parlé. Mais tu sais, je t'ai semblé distant. Mais comprends-moi, c'est étrange quand même. Il me semble d'avoir laissé un petit garçon que j'aimais comme un père. Il n'a pas ajouté comme un père bourgeois, donc avec toutes les conventions. Et puis je retrouve un homme, un adulte, et en plus un jeune homme communiste. Tu sais, c'est étrange pour moi. C'est difficile. Mais pourtant, tu es mon fils, tu sais. Je t'aime. Dis-moi, je voudrais savoir, pourquoi tu t'es engagé avec tes camarades communistes? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que tu nous as reproché? Qu'est-ce que l'on n'a pas fait? Et Jean lui raconte, il tient sa main, sur les joues rondes de son père, qui a à l'époque une quarantaine d'années, 45 ans, il voit une grosse larme qui coule. Lui aussi est ému. Il lui dit, et ils échangent pendant 1 heure. Et Jean m'a dit, et je le rapporte, il m'a dit, tu sais Axel, c'est la seule fois que nous nous sommes parlé comme cela avec mon père, avec ton grand-père André. La seule fois, jamais. Jamais avant, jamais après cela ne s'est reproduit. Mais tu sais Axel, il y a tant de pères et de fils, de mères et de fils, de mères et de filles, de pères et de filles, qui n'ont jamais de toute leur vie un dialogue de cette intensité-là. Jamais. Tu sais, c'était formidable. C'était formidable. Et moi, je me suis dit que j'aimerais, quand je partirais, pouvoir me dire qu'au moins, j'ai aimé mes enfants et je les aime profondément, que aussi, je pourrais me rappeler particulièrement d'échanges d'une complète intensité, d'une complète franchise de cet ordre.